Avec ce podcast, je vous embarque à la rencontre de scientifiques et de spécialistes qui vont nous aider à mieux comprendre l'écosystème dans lequel on vit, comprendre les bénéfices qu'il nous apporte et voir comment ça impacte concrètement notre qualité de vie sur Terre. Dans cet épisode, mon invité c'est Philippe Biwix, ingénieur et spécialiste des ressources minérales. Il est d'ailleurs l'auteur d'une bande dessinée qui vulgarise le sujet. On sait qu'on consomme énormément de ressources, alors avec lui, on va se poser la question de l'accessibilité de ces ressources, du recyclage, des réserves naturelles à disposition, de ce qu'il pense de la conquête spatiale, tout ça en lien avec les limites planétaires. Bonjour Philippe, merci de passer un petit peu de temps avec nous pour nous parler des ressources. Pour te présenter, je sais que tu es un amateur de dessin puisque tu as fait la BD Ressources, un défi pour l'humanité avec un artiste que tu as rencontré dans la rue. Dans ouais. la rue, donc ça c'était assez drôle. Et ici, ce sera la deuxième fois que tu vas rencontrer un artiste sans vraiment le vouloir. Et pour se présenter, elle t'a réalisé un dessin de Donc, ton c'est beau. parcours. Et l'idée, c'est que tu puisses utiliser ce dessin pour te présenter et nous dire un petit peu qui tu es avant de passer sur le sujet des ressources. D'accord. Waouh. Alors, je suis né en 1971, c'est ça ? Je crois que je suis né la même année que le premier microprocesseur, mais dont j'ai oublié le nom. Il faut aller retrouver ça sur Wikipédia. C'est le hasard complet, hein, mais bon, j'aime bien. Comme maintenant, j'essaye de faire des trucs sur la technologie et sur le numérique. Un an avant le rapport au Club de Rome de l'équipe Midos. Alors après, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je suis ingénieur, effectivement. Je démarre ma carrière chez un constructeur, génie civil bâtiment. Il faut citer, non, on ne cite pas de marque. Voilà. Ensuite, je finis après un détour par le conseil en stratégie, donc qui ne veut un peu rien dire, mais qui a fait que j'ai un peu papillonné dans pas mal d'industries différentes et que j'ai vu pas mal de secteurs différents et ça correspond un peu d'ailleurs à ma curiosité naturelle de m'intéresser à la matérialité du monde et comment sont fabriqués les objets, transformés, tout ça, qui est un peu mené finalement à mes écrits ultérieurs. Effectivement, je finis par rentrer chez un grand opérateur ferroviaire français, c'est ça, qui précède même l'ouverture à la concurrence en 2009. Et effectivement, depuis fin 2019, je suis toujours chez ce grand opérateur ferroviaire et dans une filiale qui fait de l'ingénierie, de l'architecture, dans le domaine donc, de la construction, surtout les gares et les technicentres, donc les bâtiments où sont maintenus les trains. Voilà. Et en fait, ça c'est une partie de mon activité, parce que j'ai eu une double vie professionnelle, qui est que je me suis passionné pour le sujet des ressources, donc je pense qu'on va y revenir, pour le gâchis de ressources, pour la question de est-ce qu'on va avoir assez de ressources pour mener la transition énergétique, etc., environnementale, ce qui m'a amené à parler effectivement de low-tech. Et du coup, je me suis mis à écrire d'abord sur la question des métaux il y a une quinzaine d'années. Après, j'ai commis un livre tous les 3-4 ans, on va dire. Donc, un peu sur les low-tech, enfin sur la question des limites de l'utilisation des ressources et le fait qu'il fallait faire des objets moins compliqués, donc d'où un peu cette idée de low-tech. Après, j'ai écrit Contre la numérisation de l'école, un livre dont on ne me parle plus jamais. Après, effectivement, je vois plein de trucs. Il y a la liste de mes bouquins. Ou presque, ouais. Et du coup, peut-être pour commencer à parler des ressources, est-ce que tu sais nous définir ce que c'est une ressource ? Parce qu'en fait, c'est un mot qui englobe tellement de choses. Ouais, alors non, c'est un mot un peu valise aussi, parce que tu peux parler de ressources humaines, tu peux parler de ressources financières, de ressources économiques, de ressources, pédagogiques, que sais-je. Donc avant, on aurait plutôt parlé de matières premières. Bon, je sais pas, c'est plutôt ce mot qui s'est installé. C'est un mot qui a été choisi en fait notamment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, donc l'UNEP en anglais, qui a un programme de recherche avec des scientifiques un peu partout sur la planète qui s'intéressent à ces sujets-là. Il s'appelle l'International Resource Panel. Donc je trouve que c'est pas mal de coller aux définitions onusiennes. Et ils sortent un rapport régulièrement sur le métabolisme de l'humanité. Quelles sont les ressources que finalement on tire de notre environnement, on extrait de notre environnement. Alors, ils ne comptent pas l'eau. L'eau, pourtant, évidemment, est une ressource, bien sûr. Mais ce n'est pas une ressource au sens... Alors, oui, bien sûr, il peut y avoir
des problèmes locaux, régionaux très importants, bien entendu, qui ne vont pas forcément être liés à la disponibilité des molécules d'eau en tant que telles, mais aussi au fait que est-ce que c'est une eau qui est polluée, est-ce que c'est une eau qui est suffisamment traitée pour être potable, est-ce que c'est une eau qui contient des microplastiques comme la pluie qui tombe du ciel maintenant. Donc, les Nations Unies classent en fait avec 4 types de ressources. Je trouve que c'est intéressant. Il y a des ressources issues du vivant, donc des ressources agricoles, des ressources, production agricole, résidus agricoles. On peut faire des choses avec les résidus des fois. On peut isoler en paille, on peut faire des trucs en chanvre, on peut faire ça compte aussi le bois, ça compte les ressources halieutiques, donc la pêche. Toutes ces genres de choses-là, les algues. Ensuite, il y a les énergies fossiles. Bon, là, c'est bien connu. Voilà, c'est tout ce qui est charbon, pétrole, gaz. Ensuite, on a les minerais métalliques. Donc, en premier lieu, le minerai de fer, et puis ensuite, tous les autres minerais pour faire de l'aluminium, du cuivre, du nickel, du chrome, etc. Et puis, on a les minéraux non métalliques, où là, en fait, on va trouver les granulats, le sable pour faire essentiellement du béton armé, et puis du calcaire, de l'argile pour faire du ciment ou faire des briques. Donc il y a tout un pan finalement d'utilisation de ressources, et à la fin, tout ça, c'est un peu plus de 100 milliards de tonnes. Enfin, les dernières statistiques, c'est 2023, c'est 106 milliards de tonnes, puisque évidemment, il y a quelques milliers de sites, plutôt de mines métalliques, et puis des carrières, pour le coup, il y en a des centaines de milliers dans le monde. Je dis centaines de milliers pour ne pas me tromper, c'est peut-être des millions en réalité, où on va aller simplement récupérer quelques matériaux pour alimenter la cimenterie du coin ou l'usine à béton du coin. Et alors, toutes ces ressources, c'est assez facile de s'imaginer qu'en fait, elles font partie de notre quotidien. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui pensent que finalement, comme on optimise tout, on est dans un monde qu'optimise, eh bien, finalement, on est moins dépendant de l'accès à cette ressource. Et moi, il y a un effet que je connais très très bien dans le domaine de l'énergie dans lequel je suis, et tu en parles aussi dans ta BD, c'est l'effet rebond. Moi, je trouve que c'est bien d'un peu expliquer ce que c'est ce mécanisme et voir s'il peut être contré ou si c'est simplement une loi qui s'applique. Oui, alors en fait, on pourrait dire qu'une partie des ressorts de l'innovation, historiquement, sont effectivement orientés dans une logique d'économie de ressources, d'économie d'énergie, d'économie de matière, parce que l'énergie, ça coûte quand même quelque chose, les matières, ça coûte quand même quelque chose, il faut les transporter, il faut les amener sur les sites de production. Donc, si je suis capable d'avoir des produits et des services qui sont moins coûteux, moins utilisateurs ou consommateurs d'énergie ou de ressources, c'est bon. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir un prix plus faible, que je vais pouvoir avoir une logique de concurrence vis-à-vis des autres constructeurs. Donc, c'est vraiment un ressort de l'innovation. Un autre ressort de l'innovation, c'est la productivité. C'est faire des produits et des services avec moins de travail humain. Et donc ça a amené plutôt la mécanisation, l'automatisation dans les usines à partir des années 50, 60, 70, et puis la numérisation maintenant. Et puis on peut même imaginer aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va remplacer aussi d'autres types, une partie peut-être de certains emplois. Donc il y a vraiment une course, effectivement, une logique d'économiser les matières, c'est une réalité. Le problème, effectivement, comme tu as dit, c'est que ça n'a pas mené à une économie globale de matière. Alors, il y a l'effet un peu on pourrait dire, du développement, de l'amélioration du confort, du niveau de vie, etc. Il y a un effet démographique, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on constate que même dans des pays développés, même dans des pays qu'on fait leur transition démographique avec plutôt une population stable ou quasi, eh bien, on a quand même une consommation qui baisse pas tant que ça. L'effet rebond, c'est quelque chose qui est inventé, qui est mis en exergue, on pourrait dire, par quelqu'un qui s'appelle William Stanley Jevons. Il est resté un peu dans l'histoire sur ça, mais il a fait d'autres choses. C'est un économiste des années 1860 en Angleterre, grande puissance à l'époque, exportatrice de charbon, et donc le charbon anglais nourrit l'industrie anglaise, mais aussi une partie de l'industrie européenne, Allemagne, France. Et il y a des inquiétudes en disant, mais à force de sortir de charbon, c'est une ressource non renouvelable. Il y a
ressources renouvelables et d'autres qui sont non renouvelables. Et donc, il y avait cette idée déjà qu'on améliorait, on progressait dans la science des machines à feu, c'est-à-dire la thermodynamique, sur les températures de fonctionnement, la pression, les rendements. Voilà. Donc, les machines consommaient de moins en moins de charbon. C'est une réalité pour produire la même quantité de travail mécanique. Donc, logiquement, on pourrait se dire, si les machines consomment moins de charbon, on va consommer moins. Voilà. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Jevons, il disait, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est de dire que si le travail mécanique consomme moins de charbon, il est moins cher. S'il est moins cher, il va être accessible à plus de cas d'usage. On va pouvoir répandre plus de machines dans les fabriques, les manufactures, etc. Et donc, finalement, chaque machine unitairement va consommer moins, mais du coup, il y aura beaucoup plus de machines, et donc, globalement, la consommation sera plus importante. Et cet effet rebond, en fait, il continue à nous poursuivre. Il marche toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des voitures avec une motorisation qui est plus optimisée, grâce à l'électronique, grâce à plein de choses. Sauf que les voitures, elles sont plus lourdes, plus puissantes. Donc, du coup, à la fin, on consomme à peu près la même chose. Le numérique, c'est l'exemple le plus extrême, où on a des gains unitaires phénoménaux, il n'y a pas de problème pour déplacer des octets, des unités d'information, pour les stocker, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on n'a qu'à voir le coût. Qu'est-ce que ça coûte un disque dur ou les capacités de stockage sur un téléphone, etc. Si on regarde, ça a énormément baissé. Mais du coup, cette baisse, elle est absorbée par un effet rebond énorme. Donc, c'est qu'on produit, on échange, on stocke, on calcule maintenant avec l'IA des quantités de plus en plus importantes de données. Et donc, à la fin, l'impact environnemental du numérique, la consommation énergétique du numérique, elle continue à augmenter malgré les effets. Mais quelque chose que je trouve une idée reçue qui était intéressante aussi dans ton ouvrage, c'était l'idée que finalement, le problème, c'est pas tant la quantité de ressources qui sont disponibles sur Terre, mais plutôt la manière de pouvoir y accéder. Et c'est ça, pour moi, qui fait le lien avec les limites planétaires. Oui. Et j'aimais bien cette notion, tu as distingué, finalement, on a un vivier de ressources qui est là, mais il n'est pas forcément disponible. Et je trouvais que ça, c'était justement le lien intéressant avec les limites planétaires. Et d'ailleurs, tu classes les ressources en plusieurs catégories. Oui, c'est un truc c'est important à comprendre. En fait, c'est peut-être la différence entre ressources et réserves. C'est-à-dire que les ressources, c'est plutôt un truc, on va dire, pour tout ce qui est métaux, pour tout ce qui est énergie fossile, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est des choses qui sont potentiellement disponibles. Et ce qu'on va appeler une réserve, c'est une ressource qu'on va pouvoir exploiter effectivement avec la technologie qu'on a à disposition et en faisant ça de manière rentable. Parce que c'est assez rare d'extraire des choses et puis que les entreprises se mettent à faire des trucs alors qu'ils ne font pas ça pour perdre de l'argent, quoi. Et c'est vrai que c'est un dialogue qui n'est pas facile parce qu'à partir du moment où on a commencé à faire un peu de la géologie et on a commencé à se dire que peut-être qu'en fait les métaux et le charbon, ils ne se reconstituaient pas dans le sol comme les plantes qui poussent, quoi. Parce que dans l'Antiquité, c'était un peu ça l'idée, quoi. Bon, donc la progression des sciences fait qu'à un moment, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, ou en tout cas que ça prend beaucoup plus de temps que pour les plantes. C'est plutôt en millions, en dizaines de millions d'années. Oui, pour certaines ressources, c'est même jamais. C'est un moment unique de l'histoire de la Terre, oui, tout à fait. C'est le cas des mines de fer, par exemple. Alors, le fer n'est pas particulièrement rare sur Terre. C'est pas un métal pour lequel on risque de tomber en panne très très vite, tout va bien. Mais c'est vrai que les grandes mines de fer qu'on exploite aujourd'hui, elles se sont constituées avec l'oxydation des océans au Protérozoïque. Donc oui, il y a des fois, c'est presque un moment unique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, quand on parle des métaux en particulier, c'est ce qui nous fait un peu le plus stresser, on va dire, historiquement, parce qu'effectivement, les métaux, ça fait un peu tous les usages qu'on a autour de nous, quoi. S'il n'y a plus assez de cuivre pour faire des câbles, et s'il n'y a plus assez de nickel pour résister à la corrosion, et s'il n'y a plus du tungstène pour faire des mèches de perceuse et des trépans de forage pétrolier, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en réalité, il y a une quantité phénoménale, théorique. C'est-à-dire que quand on prend effectivement la croûte terrestre et qu'on la décortique et qu'on passe tout ça au tamis fin, les quantités sont gigantesques. En fait, on a extrait peut-être 1/10 millième de l'or et 300 millièmes du cuivre qui est contenu dans le premier kilomètre de croûte terrestre. Sachant qu'on peut descendre plus bas, il n'y a pas de problème.
On peut faire 2 km, 3 km. Bon, au bout d'un moment, il fait un peu chaud. Au bout d'un moment, il faut climatiser les mines. Ça devient difficile. Voilà. Bon, ouais, donc ça... Et alors justement, effectivement, en réalité, on ne peut pas aller chercher toutes ces quantités phénoménales dans la croûte terrestre. On va aller que à des endroits où les concentrations sont suffisantes pour que ça ne soit pas une aberration d'essayer de trier un atome de cuivre parmi tout le reste. Et c'est ça qu'on va appeler des réserves et qu'on va appeler des mines. Sauf que, effectivement, dans la course où on est installé d'aller finalement chercher des nouvelles réserves minières qui sont globalement moins concentrées qu'avant ou plus profondes, tout simplement parce que avant on commence par taper dans le stock qui est le plus accessible et qui est le plus concentré, quoi. C'est assez logique, quoi. On va pas aller creuser des trous alors qu'il y a un truc à côté disponible. Pour faire ça, en fait, il faut quand même effectivement, on vient heurter d'autres limites planétaires. On vient pas heurter des limites directement technico-géologiques, mais on vient effectivement consommer de l'énergie qui est plutôt de l'énergie fossile, parce qu'effectivement, le camion de 400 tonnes de charge utile qui descend de quelques dizaines de kilomètres au fond du trou pour remonter le minerai, celui-là, avant qu'il soit électrique, il va falloir m'expliquer, quoi. Enfin, il va falloir... Alors, bon, après, on peut toujours imaginer des ruptures dans les technologies de batterie, je sais pas quoi, mais pour l'instant, c'est chaud. Donc c'est de l'énergie fossile, donc c'est effectivement du CO2 et donc du changement climatique. On va avoir les résidus miniers, donc là on est vraiment sur des choses, alors ça dépend des mines, ça dépend des métaux, mais il y a par exemple les résidus qui sont souvent des sulfures, donc c'est le cas des mines de cuivre par exemple, où en fait les résidus miniers en fait exposés à l'air libre alors qu'ils étaient souterrains, eh bien, vont être soumis à l'action de l'oxygène, de l'eau qui tombe, et en fait va provoquer de l'acide sulfurique qui va venir attaquer les résidus miniers dans lesquels il y a des métaux lourds indésirables. Donc ils vont venir derrière polluer les nappes phréatiques, les fleuves et les mers derrière. Et c'est vraiment pas négligeable, hein. Il y a des études scientifiques qui ont montré que X% des fleuves, en particulier sous les tropiques, en particulier dans des pays un peu à extraction minière importante, je ne sais pas, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest, l'Indonésie, il y a vraiment des pollutions majeures, quoi. La question de l'atteinte à la biodiversité, bien sûr, parce qu'en fait, qu'on soit dans une zone aride à très fort potentiel de biodiversité, qu'on soit sous une forêt tropicale, qu'on soit peut-être demain dans les océans, si on va chercher des nodules polymétalliques sous 4000 mètres d'eau, on est dans une atteinte à la biodiversité vraiment directe, quoi, hein. Avec en plus des effets pervers qui existent, parce qu'il faut ouvrir des routes, il faut installer des travailleurs avec leurs familles. Et ces gens-là, ils vont aussi potentiellement profiter de la route pour aller chasser. Donc il y a aussi, même quand on respecte un bout de la forêt, s'il y en a une, mais en fait il y a une défaunation qui se passe quand même autour, parce que on a permis finalement d'accéder à des lieux qui n'étaient pas accessibles avant. Donc il y a vraiment la quantité d'impact environnemental est phénoménal, en fait. Et les gens parlent... il y a cette idée de mine durable ou de mine responsable. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. De toute façon, on joue toujours un peu sur les mots, mais par définition, mine durable, ça peut pas exister déjà, parce que c'est pas durable, une mine, hein. Ça va s'épuiser au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça vaudra plus le coup. Les concentrations seront plus suffisantes. C'est de la nature même de la mine. Et donc, finalement, cette extraction massive de ressources, elle n'est pas infinie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on va soit être limité en termes d'énergie. D'ailleurs, il y a déjà des débats que je trouve qui sont percutants aux États-Unis, puisque tu parlais de technologie, ils investissent massivement dans des centres de données qui n'en finissent plus. Des fois, il va falloir poser des choix, c'est-à-dire cette énergie, est-ce qu'elle va servir justement à alimenter ces centres de données, ou est-ce qu'elle va alimenter l'ampoule électrique ou le radiateur qui permettent à l'habitant de New York de se chauffer. Et donc, on commence à rentrer dans des thématiques que je trouve assez fortes de choix, à partir du moment où on considère qu'on a de l'énergie finie et des ressources qui sont finies, même si théoriquement, on en a plein à la croûte terrestre. On voit l'impact que ça peut avoir sur nous et les choix que ça commence à nous mettre en face. Ouais, alors je suis pas sûr qu'on ait atteint ce niveau de maturité encore, hein, pour le coup, dans le débat public.
Enfin, voilà, je pense que la composante de dire qu'est-ce qu'on est prêt à abîmer, jusqu'où on est prêt à aller pour continuer à fabriquer des smartphones et avoir ChatGPT qui nous répond, se pose quand même, quoi. Voilà. Et on voit des giga-projets arriver, on voit c'est vrai sur les data centers, c'est vrai sur des projets de production d'énergie renouvelable et d'hydrogène éventuellement derrière, peut-être pour faire demain des carburants pour l'aviation ou pour la navigation. Voilà, donc il y a cette première composante-là. Et ensuite, il y a une deuxième composante qui est effectivement de se dire, si on imagine qu'il puisse y avoir contrainte, alors oui, se pose la question, moi ce que j'appelle un peu le discernement technologique d'une certaine manière, ou de se dire finalement, toute cette technologie formidable, à quoi elle sert ? Bon, voilà, il y a toujours des bons usages, des mésusages. Voilà, dans l'IA, bah oui, c'est super, ça va aider les radiologues à mieux interpréter des radios. Bon, très bien. Et puis en même temps, ça va aider les élèves de 5e à faire leurs devoirs sans trop se fatiguer. Bon, est-ce qu'entre ces deux usages-là, ou le réfrigérateur qui va faire les courses tout seul, avec les menus de la semaine, bon, c'est pas forcément... voilà, le rapport coût-bénéfice entre coûts environnementaux et puis bénéfices sociaux et humains, voilà, il est plus ou moins discutable selon les cas, et c'est vrai pour l'énergie. Et moi, je pense qu'effectivement, en fait, au-delà même de la question de la quantité d'énergie, il y a la question aussi de sa disponibilité, du niveau de performance des systèmes énergétiques. Je vais juste prendre un exemple pour expliquer ça. En fait, aujourd'hui, on s'est habitué, alors pas dans tous les pays, mais dans de plus en plus de pays, on va dire quand même, voilà, j'appuie sur le bouton, ça s'allume, quoi. Que ça soit la lumière, que ça soit un moteur de train, voilà. Mais globalement, voilà, on est dans un système ultra performant et qui est plutôt adapté à une production en continu. Donc, on va dire historiquement plutôt des centrales à charbon, à gaz ou nucléaire, voilà, on les arrête de temps en temps. On peut un peu baisser, moduler la puissance, mais globalement, c'est du continu et pas très adapté à la logique de la variabilité des énergies renouvelables. Le soleil, il y a des nuages, il n'y en a pas, c'est la nuit, c'est pas la nuit, et puis il y a du vent, il n'y a pas du vent pour l'éolien. Et puis l'hydraulique, c'est encore autre chose, ça permet de réagir très très vite, mais c'est pareil, il peut pleuvoir moins, il pourrait y avoir des évolutions, donc en fonction du stock d'eau qu'on a réussi à mettre en place, on va plus ou moins réussir à produire de l'énergie. Et bien peut-être que demain, si on maintient un cahier des charges très élevé de performance, qui est de dire, quoi qu'il arrive, j'allume mon radiateur et ça s'allumera, même les jours où il n'y a pas de vent en Europe et je sais pas quoi, et la nuit, eh bien ça va obliger à mettre en place un système d'abord de beaucoup d'énergie renouvelable en complément un peu partout, de beaucoup de réseaux électriques pour échanger en disant j'espère que du coup en Pologne il y aura un peu de vent quand il n'y en aura pas en France ou le contraire, donc d'interconnecter les réseaux, et beaucoup de systèmes de stockage qui pourront être des batteries, qui pourront être de l'hydrogène, mais l'hydrogène c'est pénible parce que ça gâche beaucoup d'énergie en fait, on perd 3/4 de l'électricité entre le moment où on le transforme en hydrogène et le moment où on la récupère, pour des questions de rendement des électrolyseurs et des piles à combustible. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme au type de production, ce qu'on appelle des stations de pompage-turbinage, où on monte, on redescend de l'eau, par exemple, ça marche beaucoup. Il y en a déjà en France, en Suisse, etc. Ça, c'est en fait un énorme effort industriel. On pourrait aussi imaginer de dire, tiens, finalement, en 2050, après tout, on pourrait peut-être accepter qu'il y ait des usages plus prioritaires que d'autres. Alors, il faut évidemment définir que le réseau il soit réfléchi pour être capable de moduler ces usages et faire fonctionner les choses un peu différemment. Mais de dire, tiens, oui, quand il y aura un peu moins de vent, on va envoyer les électrons dans les hôpitaux, dans les réseaux de transport, dans les réseaux de communication. Mais, peut-être pour le chauffage des bureaux, on va moins chauffer et puis on fera un appel de puissance moins important. Et puis, alors là, s'il n'y a pas de vent pendant 2 jours, 3 jours, ça devient pénible. Il fait 16 degrés, puis après, il fait 15 degrés, puis après, il fait 14 degrés, et puis hop, le vent revient. Il y a deux notions qui sont, je trouve, importantes à mentionner. La première, c'est que les énergies renouvelables, c'est bien dans le sens où, effectivement, l'énergie du soleil et l'énergie du vent, a priori, ne sont pas épuisables, en tout cas pas dans le court terme. Mais c'est aussi un cercle vicieux parce qu'en fait, pour produire des panneaux et des éoliennes, on a besoin de creuser, et pour creuser, on a besoin d'énergie. Et donc, quelque part, j'ai l'impression que
c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est vraiment une solution enviable ou est-ce que, en fait, c'est un peu ce que tu disais à la fin, est-ce qu'il faut essayer d'avoir un nouvel imaginaire collectif qui fait que on voit les choses un peu autrement. Il y avait un truc qui m'avait frappé dans une des vidéos que tu avais faites avec Jean Covici. Tu disais, c'est cool, on fait des voitures électriques pour ne plus avoir besoin de pétrole, mais pour faire les routes, on a besoin de pétrole. Oui. Et donc, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de contradictions et que la solution, c'est probablement de se projeter dans quelque chose de différent. Alors d'abord sur la question de est-ce qu'on est dans ce cercle vicieux entre matériaux et énergie. Donc clairement, il faut de l'énergie pour extraire et transformer les matériaux. Et il faut des matériaux pour capter, convertir, stocker, transporter, utiliser l'énergie, même les énergies renouvelables très disponibles comme le soleil, le vent ou l'énergie de la goutte d'eau qui tombe. Et moi, je pense effectivement qu'il y a une vraie logique de dire aïe, finalement, les énergies renouvelables quand même, pour des raisons de concentration moindre, pour des raisons de variabilité ou d'intermittence, et pour des raisons de stockage nécessaires derrière, et d'interconnexion plus grande, si on veut, des grands réseaux européens, comme c'est plutôt la trajectoire pour l'instant qui a été prise, eh bien, l'intensité en matière va augmenter. Voilà, parce que finalement, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, sur le critère du CO2, c'est très bien, mais il y a d'autres critères, effectivement, et effectivement, on peut tomber sur un impact environnemental avec d'autres critères. Voilà, les éoliennes offshore, ça shoot aussi des oiseaux, des chauves-souris qu'on ne ramasse pas, peut-être que ça perturbe la vie marine, on maîtrise moins bien ce qu'on fait en sous-marin que sur Terre, pour des raisons évidentes. Voilà. Donc, rien n'est jamais parfait. Voilà, ça, c'est la première chose. Mais, donc, sans doute, effectivement, que ces besoins énergétiques vont augmenter notre besoin en certains types de matériaux. C'est certain. À l'inverse, certains matériaux vont réclamer plus d'énergie puisqu'il faudra aller chercher plus profondément ou à des endroits plus rocambolesques ou de façon moins concentrée. On n'en est pas à avoir quand même la logique que les carottes sont cuites, quoi. Mais effectivement, c'est un peu un risque de se dire sur le court moyen terme, des fois, il y a beaucoup d'études sur est-ce qu'on va avoir assez de lithium, de cobalt pour les batteries de voitures électriques, et est-ce qu'on va avoir assez de cuivre pour faire ça, et est-ce que... Et en fait, moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pas juste est-ce qu'il y en a assez pour équiper tout le monde avant 2050, mais c'est est-ce qu'il y en a assez pour durer après, génération après génération, et avoir en fait ce qu'on pourrait appeler un système durable, soutenable, durable, vraiment une civilisation techniquement soutenable. C'était le sous-titre de mon bouquin La Géotech en 2014. C'était vraiment cette idée-là. Et effectivement, alors l'histoire du bitume, elle est sympathique parce qu'elle montre un peu cette matérialité du monde. C'est-à-dire que donc il y a quand même une matérialité du monde qui n'est pas juste la composante énergétique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça suffit pas de dire oui, on reçoit chaque année, la Terre reçoit 10 000 fois l'énergie dont on a besoin sous forme solaire, donc tout va bien. C'est qu'une histoire de programme industriel et d'innovation. Non, c'est un tout petit peu plus complexe que ça et un tout petit peu plus imbriqué que ça, de mon point de vue. Alors après, effectivement, tu peux te dire, en fait, quand on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a assez de lithium ou de cobalt ou de nickel pour avoir que des voitures électriques sur Terre en 2050 ou en 2040, ce que tu veux, en fait, la question, elle est déjà un peu frelatée. Parce qu'en fait, de combien de voitures on a besoin déjà ? Et j'en sais rien. Parce qu'on pourrait utiliser mieux les voitures qu'aujourd'hui. On pourrait les partager, se les prêter, intensifier les usages. Elles sont souvent garées à ne pas faire grand-chose. Tu pourrais aussi imaginer qu'elles durent plus longtemps. Parce que, alors, ça sera difficile à faire sur la partie des batteries parce qu'elles s'usent un peu, mais sur tout le reste de la voiture, aujourd'hui, une voiture, au bout de 10 ans, 15 ans, hop, le moteur est usé et ça part à la broyeuse. Alors qu'en fait, un moteur électrique, ça ne s'use quasiment pas. Et donc, on pourrait avoir des voitures qui pourraient durer très longtemps. Au moins aussi longtemps que des tramways, que des bus, des trains qui durent 30, 40 ans sans problème. Donc, si ça dure plus longtemps, tu pourrais en fabriquer moins.
Et puis ensuite, ces voitures, elles font quelle taille? Elles font 2 tonnes, elles font 1 tonne, elles font 500 kilos. Tu vois, donc en fait, tu as toutes les composantes. Et quand tu ajoutes tout ça, finalement, en fait, en réalité, l'incertitude de l'offre minière en disant est-ce qu'on va avoir assez de lithium et est-ce que la Bolivie va être méchante avec la Chine et l'Union européenne, en fait, c'est plutôt l'incertitude du côté de la demande en fait, qui est importante. Parce qu'entre le pot de yaourt qui fait 200 km d'autonomie et puis le char d'assaut qui fait 800 km d'autonomie, j'ai besoin de 15 fois plus de batteries et donc de métaux de batterie. Donc en fait, c'est ce sujet-là qu'il faut aller ça, les ordres de grandeur, donc c'est intéressant ça. Ouais, c'est assez simple. Enfin, c'est vraiment fait en gros, pour faire très très simple, à peu de choses près. Bon, d'abord, le nombre de kilomètres d'autonomie, c'est proportionnel. Donc, si tu dis j'ai 800 km d'autonomie et pas 200 km d'autonomie, ça fait 4 fois plus. Et puis, pour le poids et la puissance, bon, c'est à peu près proportionnel aussi. Voilà, pour déplacer 2 tonnes, voilà, il faut aller 2 fois plus énergique pour déplacer 1 tonne. Ça dépend un peu de la vitesse, ça dépend un peu de la force de frottement des pneus, ça dépend du profil de la voiture. Mais en premier ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Donc, voilà, donc tu fais un truc qui est 3 fois moins lourd et avec 4 fois moins d'autonomie, ça fait 12 fois moins, quoi. Voilà. Donc le 10 à 15, oui, c'est vraiment l'ordre de grandeur de ce qu'on pourrait gagner ou pas pour le faire. Et là, j'ai même pas mis la partie fabriquer moins, parce qu'au début, il faut en fabriquer plus pour remplacer des voitures existantes. Voilà. Mais cette question-là, on ne se la pose pas, quoi. Aujourd'hui, on laisse, entre guillemets, le marché. Alors oui, il faut quand même que les voitures fassent moins de 3,5 tonnes. Enfin, en France, c'est comme ça. Ça va être en Europe, peut-être, voilà, c'est le permis B. Voilà. C'est le fameux poids. Voilà, mais finalement, jusqu'à 3,5 tonnes, tu peux conduire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont besoin de véhicules de 3,5 tonnes, tu vois, des camionnettes, les gens qui travaillent, demain, il faudra des voitures de pompiers, des ambulances, des trucs, il n'y a pas de souci. Mais pour la voiture de monsieur, madame, tout le monde, ça se discute, quoi. Ouais. Et ça fait bien le pont avec tout le sujet, parce qu'on t'appelle monsieur ressources, mais on t'appelle aussi monsieur low-tech. Et donc, c'est un sujet intéressant, ça, finalement, de se dire qu'une des pistes, c'est de se dire est-ce qu'on a besoin vraiment de toute cette technologie et ces grosses voitures et c'est changer d'imaginaire. C'est quoi la low-tech pour toi? Alors, c'est une question où j'avais historiquement arrêté de répondre. Non, je plaisante, mais c'est hyper dur, en fait, parce que quand j'ai écrit l'âge des low-tech, le titre n'était pas, il n'y avait pas de théorisation de ce qu'était les low-tech, c'était plutôt un avertissement sur la question de l'enrichissement technologique de nos objets, qui fait qu'on s'éloigne du recyclage, en fait, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais peut-être je fais une micro-incise, après on revient sur les low-tech. C'est l'idée que finalement, bon, quand même, le cuivre, le cobalt et le nickel, c'est pas pareil que le pétrole, quoi, parce que une fois qu'on l'a extrait, on le brûle pas pour le faire disparaître pour toujours, quoi. Le cuivre, il est toujours autour de nous, dans nos voitures, dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, dans les usines, dans les smartphones, etc. Et donc, l'idée qu'on peut faire de l'économie circulaire, et les métaux, en fait, sont quand même très pratiques pour faire de l'économie circulaire parce qu'ils perdent pas leur capacité. Enfin, les atomes de cuivre, ils vont continuer à être capables de conduire l'électricité jusqu'à la nuit des temps. Donc, en fait, c'est pas comme le plastique, par exemple, où ça se dégrade, les grandes chaînes moléculaires finissent par se casser à force d'être réchauffées, d'être fondues. Avec les métaux, on n'a pas ça. Mais malheureusement, cette économie circulaire, on en est loin, parce qu'en fait, on fabrique des objets globalement qui sont trop compliqués. Soit parce qu'on mélange les produits pour faire des alliages, soit parce qu'on va utiliser ces produits dans des toutes petites quantités. Vraiment, ça peut être quelques milligrammes, quelques dizaines de milligrammes, quelques grammes dans les smartphones. Donc voilà, quand vous avez 40 métaux différents dans un truc qui pèse 150 ou 200 grammes et que vous arrivez au moment du recyclage, en fait, ça ne se passe pas très très bien parce que même si on a appris à séparer un peu des métaux, parce que souvent les mines sont polymétalliques, il peut y avoir plusieurs métaux mélangés, donc on essaye un peu les trier, faire de la métallurgie, mais 40 mélangés ensemble dans des toutes petites quantités, ça ne marche pas, quoi. Donc, du coup... C'est vrai que c'est aussi une mauvaise interprétation, parce que souvent, par exemple, on voit dans les magasins ce téléphone sera recyclé à, je sais pas moi, à 97%, mais en fait, ils parlent non pas des composants, mais du poids du téléphone. Et donc, en fait, si tu enlèves la coque et quelques composants, ça va être recyclé, ça va faire la majorité du poids. Et donc, on a l'impression il y a une idée reçue, en fait, qui fait qu'on a l'impression qu'on recycle beaucoup. Oui.
parce qu'il y a cette notion de pourcentage qui est affichée partout. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai pour. Alors, je sais pas si on est tant que ça pour les Ouais, pour non, les je prends un smartphones, mais par exemple. exemple, pour les panneaux solaires, c'est vrai. Donc, par exemple, les panneaux solaires au silicium, c'est un bon exemple. Donc, effectivement, aujourd'hui, on dit que c'est recyclable et recyclé même, et c'est ouais, ça doit être plus de 95%. En tout cas, c'est sûr, parce qu'effectivement, c'est le cadre en aluminium ou en acier, c'est facile. Du verre, c'est facile. Le silicium. Et puis après, il va rester effectivement quelques pourcents qui sont des poudres de perlimpinpin. On va trouver de la pâte d'argent, par exemple, pour faire des contacteurs, un petit peu de fil de cuivre et tout. Et là, bon, c'est potentiellement plus difficile d'aller récupérer ça parce que c'est des quantités plus faibles et c'est ça qui fait les petits pourcents. Donc oui, c'est bien entendu cette partie un peu noble des métaux qu'on appelle les métaux de spécialité ou les métaux, les métaux un peu plus chers, mais quand même pas assez chers pour qu'on arrive à les recycler correctement. Je prends souvent l'exemple du smartphone où à peu près tu as 3 € de matière première dans un smartphone, tout compris. Au prix de la sortie de la mine, évidemment, pas au prix... pas de la sortie de la mine, de la sortie du processus de purification, on va dire, le métal, quoi, le prix du métal sur le marché, quoi. Je dis, j'ai un petit peu de platine, un petit peu de palladium, un petit peu d'or, un petit peu de cuivre, un petit peu de telle et telle terre rare. Eh bien, voilà, si je fais la somme de tout ça, ça fait 3 €. La moitié, c'est 30 mg d'or dans le microprocesseur, et l'autre moitié, c'est tout le reste. Eh bien, quand tu n'as que quelques euros à récupérer, en fait, tu ne peux pas mettre des processus industriels avec beaucoup de main-d'œuvre pour trier, ou avec même des robots, des trucs pour bien tout découper. Donc, ce phénomène-là fait que plus on enrichit les objets, plus on fait des objets petits, et donc c'est en particulier vrai finalement de plein d'objets du monde high-tech, on pourrait dire, voilà, les montres connectées, les je sais pas quoi, les capteurs, les petits drones, voilà, tout ça. Eh bien, en fait, ça nous éloigne en fait, du recyclage. Ça peut nous faire des économies de ressources parce que c'est tout petit. Donc, il y a quand même cette idée, c'est super le smartphone parce que ça a remplacé le radio-réveil, la lampe de poche. On revient avec l'effet rebond. Tu reviens un peu avec l'effet rebond, le fait que tu échanges souvent, que tu es soumis à une obsolescence marketing, bref. Mais quand même, globalement, à la fin, ces ressources, elles vont être gâchées de manière irrémédiable, quoi. C'est-à-dire que ça ne sera pas disponible pour les générations futures. Ils n'auront jamais l'énergie suffisante pour essayer d'aller récupérer ton atome de cuivre qui a fini par passer dans la mer ou dans un sol ou dans un résidu, dans un déchet industriel, quoi. Et donc voilà, c'était ça un peu la géotech, de dire oulala, finalement, il y a des promesses high-tech très fortes. L'idée qu'on va avoir un monde dématérialisé, qu'on va faire de l'économie circulaire, c'est même presque de la rédemption maintenant, c'est devenu religieux. C'est la tech ne promet pas seulement de ne plus abîmer la planète, c'est carrément de la réparer. On va capter du CO2 dans l'atmosphère, faire de la géo-ingénierie, nettoyer les plastiques des océans, faire des bactéries dépolluantes pour faire disparaître les polluants éternels. Enfin, tout y est. Donc, on rase toujours gratis dans le futur avec la tech. Bon, puis en fait, après, la réalité, la vraie vie, c'est qu'on continue à creuser des trous de plus en plus grands, à des endroits de plus en plus improbables. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Donc, les low-tech, c'était quoi ? C'était un peu une réaction à ça. Et donc, c'est l'idée, finalement, de dire, quand même, si on faisait de la sobriété à la source, ça serait quand même plus simple. Donc, voilà, si je reprends l'exemple des voitures. Mais on pourrait imaginer d'avoir des voitures qui sont de plus en plus petites, qui sont de plus en plus partagées, qui sont de plus en plus bien utilisées et qu'on se prête. Et puis, on peut aussi ensuite, derrière, aller sur des questions d'aménagement du territoire. Mais pourquoi on a besoin de tellement se déplacer ? Souvent, d'ailleurs, une mobilité qui n'est pas une mobilité liberté, comme dans les publicités, qui est plutôt une mobilité contrainte. On va au boulot, queue à queue, dans les embouteillages, en essayant de ne pas trop s'énerver. Enfin, c'est un peu le quotidien de plein de gens. Donc, voilà, c'est un peu cette idée de la sobriété en amont, de se dire, finalement, moins j'ai besoin d'injecter dans le système industriel, moins je vais gâcher de ressources, parce que, voilà. Et plus mon effort industriel va être simple à faire, finalement. Et puis, la deuxième chose, c'était de dire, je vais vers un monde, une fois que j'ai injecté mes précieuses ressources dans mon smartphone, dans mon aspirateur, et je ne sais pas quoi, il faudrait que ça dure le plus longtemps possible, puisqu'en fin de vie, ça va mal se passer. Donc, il faudrait faire des objets qui soient le plus réparables possible, rentrer dans une logique de la maintenance, voilà, ce qui existe déjà, parce qu'on vit dans un monde assez dual, de ce point de vue-là. On a des tramways qui durent 40 ans, des avions qui durent 40 ans, et puis à côté, on a des smartphones qu'on jette au bout de 3 ans, Donc, c'est assez bizarre, en fait, ces deux mondes-là. Donc, on pourrait très bien faire des objets plus durables, mais pour les faire plus durables, c'est plus simple s'ils sont plus low-tech. Voilà. Parce que finalement,
l'électronique, c'est plus difficile à réparer que la mécanique, des choses comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, quand on répare de l'électronique, on fait plutôt des échanges standards. Tu vois. Et après, en fait, la définition des low-tech, c'est dur parce qu'en fait, tout et rien est low-tech. Quoi. Alors, anecdote perso, pendant longtemps, je me suis baladé avec un téléphone un peu genre Nokia 2G, quoi, là, les trucs. Mais ce téléphone, c'était la pointe de la modernité et du high-tech 10 ans avant, ou 15 ans avant que sorte le premier iPhone, quoi. Et donc, en fait, on est toujours un peu le high-tech et le low-tech de quelqu'un, quoi. Donc, venir essayer de plaquer une définition précise, en fait, pour moi, c'est toujours très, très dur. Je suis toujours un peu refusé à ça. Je prenais souvent l'exemple du vélo aussi. Hein. C'est des exemples sus de podcast en podcast, mais voilà, le vélo, c'est pareil, en fait. Un vélo, est-ce que c'est low-tech ou est-ce que c'est high-tech ? En fait, quand tu regardes les câbles de frein, le dérailleur, la chaîne, ça se fabrique pas chez le forgeron du coin, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un concept de démarche plutôt, en fait, de questionnement et de démarche pour démarche et aussi d'essayer de maintenir un usage d'un même objet le plus longtemps possible. Et ça, justement, ça me pose la question de c'est quoi les leviers d'action qu'on a. Bon, au niveau individuel, notamment, on peut décider du jour au lendemain de ne pas... par exemple, on parle beaucoup de téléphone, mais de ne pas changer de téléphone tous les ans, je veux dire, ça me paraît être une évidence. Donc, quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir au niveau collectif, au niveau des entreprises ? C'est quoi comment on peut se mettre en mouvement par rapport à ce problème de ressources qui met une pression énorme sur les limites planétaires ? À mon avis, il y en a plein. Alors, effectivement, tu pointes quelque chose de très juste, qui est le fait que l'action individuelle ou familiale, elle a un peu ses limites, quoi. Parce qu'en fait, on vit dans une économie poussée par les entreprises. On ne vit pas dans une économie tirée par le consommateur. Donc, en fait, on est enchâssé dans un système, alors qui peut être plus ou moins vertueux ou pas. Mais du coup, effectivement, moi, j'aime bien parler de cette question de... Quand, par exemple, je parle de sobriété, maintenant, je parle de sobriété systémique. Donc, l'idée de dire qu'en fait, oui, quelque part, le collectif et ou la puissance publique à différentes échelles. Ça peut être l'échelle d'une commune, d'une métropole, d'une région, d'un pays, de l'Europe, que sais-je, en fonction des cas. On peut s'organiser collectivement, finalement, pour amplifier, développer, faciliter, inciter à la sobriété. Mais sans que ça soit forcément juste de la sobriété serrage de ceinture, quoi. Tu vois, parce que, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, depuis 2022, là, il fallait passer l'hiver 2022-2023 avec les prix de l'énergie qui avaient explosé. Bon, il y avait cette idée de dire, ouais, super, on va chauffer à 19 seulement, et puis, s'il vous plaît, essayez de covoiturer un peu, et puis, si vous pouvez prendre votre vélo de temps en temps, c'est chouette. Bon, donc, il y avait un peu cette idée-là. Ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, c'était assez surprenant, et je pense que ça a donné quand même des idées de dire, ouais, en fait, les gens, ils peuvent, quand il y a du sens, quand il y a de l'exemplarité, quand il y a de l'enthousiasme en disant ouais c'est quand même pour quelque chose qu'on fait ça, mais ça reste aujourd'hui une définition de la sobriété très perso, quoi. Quand même, c'est quand même assez chauffe moins chez toi, mets pas la clim l'été, et puis je sais pas quoi, éteins ta box Wi-Fi, nous disaient certains ministres avant de partir en vacances. Bon, alors, je sais pas si ça fait beaucoup de centrales nucléaires qui économisées, mais bon. Donc, alors qu'effectivement il y a cette couche de sobriété plus organisée, et je vais prendre quelques exemples qu'on prend aussi dans la BD, mais par exemple, les réseaux télécoms, c'est un truc assez marrant, je trouve. Les produits numériques, les services numériques, tu n'as pas d'autorisation de mise sur le marché. Tu peux ouvrir ce que tu veux comme application ou comme site, à condition que tu respectes la loi, évidemment. Tu peux pas vendre, je sais pas quoi, de la kétamine sur le darknet, mais tu peux ouvrir n'importe quoi. Tu peux pas lancer un siège bébé sans l'homologuer. Tu peux pas lancer un smartphone sans l'homologuer. Tu peux pas lancer un médicament sans qu'il y ait les tests qui aient été approuvés et réalisés, tu vois. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent comme ça. Alors, un exemple d'exception dans le numérique, c'est les réseaux télécoms. On a organisé la concurrence en ayant des réseaux les uns à côté des autres, sur les toits des immeubles, etc. Chaque opérateur opère son réseau. Des fois, il mutualise un peu. Ça peut arriver pour des raisons économiques, mais c'est marginal. C'est la seule industrie de réseau qui se permet de faire ça. Il n'y a pas plusieurs autoroutes pour faire Paris-Bruxelles. Il n'y a pas plusieurs réseaux de train. Il n'y a pas plusieurs tuyaux d'eau qui rentrent dans ton immeuble ou dans ta maison pour que tu choisisses ton opérateur. Il n'y a pas plusieurs câbles électriques. Il y a un seul réseau. Bon, ça me rend malade, moi, parce que c'est pour l'exemple de la fibre, par exemple. En Belgique, on développe aussi plusieurs réseaux.
Et donc, ils viennent ouvrir le trottoir une fois. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, ils viennent de le réouvrir. Et donc, avec consommation de sable à chaque fois, parce qu'il faut, attention, mettre un peu un lit de sable pour que les câbles s'abîment pas trop. Donc effectivement, on a l'impression que là, c'est un problème d'organisation. On pourrait très bien faire un réseau unique d'accès. D'ailleurs, du coup, tu déploierais sur tout le territoire plus facilement. Ça serait bon pour les consommateurs parce qu'à la fin, il y aurait moins de coûts de réseau, tout simplement, pour opérer le réseau. À la fois l'énergie électrique pour alimenter les antennes et puis même tout le prix d'installation. Et en fait, tu pourrais quand même avoir de la concurrence. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un réseau unique d'accès, opéré par région par les différents opérateurs, pourquoi pas, et puis chacun monterait dessus de manière neutre, comme la logique de la neutralité un peu du net, quoi, normalement. Donc, c'est ce qui se passe justement dans le secteur de l'énergie. Je veux dire, aujourd'hui, le réseau, il est opéré par... il n'y a qu'un seul réseau, en tout cas, d'électricité. Par contre, tu peux choisir ton fournisseur. On voit quand même apparaître aussi peut-être des coopératives, des projets citoyens et villageois d'installation d'éoliennes. Enfin, il y a des choses qui se passent. En tout cas, oui, c'est bien l'idée. Il n'y a qu'un seul réseau. Évidemment. Voilà. Et donc, dans les télécoms, ce n'est pas le cas. Et ben, du coup, j'ai 4... Voilà, en France, alors, je ne sais pas combien il y en a en Belgique, 3, 4... en France, il y en a un quatrième maintenant. Voilà. Alors peut-être qu'ils montent sur les antennes des autres, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, en gros, tu alignes 4 fois plus d'équipements que nécessaire, à peu près, quoi. Alors en fait, on ne pourra pas tout à fait mutualiser, mais tu pourrais diviser largement par 2 la consommation d'énergie, d'électricité, et par 3 ou 4 la consommation de ressources minières. Et voilà, un exemple parmi d'autres. Moi, ce que j'aime bien dans cet exemple de sobriété organisée, c'est que finalement, c'est organisé de telle façon à ce que ça a finalement très peu d'impact sur le consommateur, voire un impact positif. Parce que, voilà, donc on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc évidemment, j'ai pris un exemple volontairement où en fait, il y a un pan de la sobriété qui réclamerait 0 engagement des consommateurs citoyens que nous sommes. Parce que j'ai pris cet exemple. Mais l'autre que tu as cité, qui est, où il y a un effort citoyen, mais qui s'est réalisé, c'est quand les prix du gaz ont été élevés. Quelque part, quand c'est raisonné au niveau collectif, on a l'impression que c'est plus facile à accepter que... moi, c'est aussi le problème que j'ai avec... je ne dis pas que ce n'est pas utile en termes de pédagogique, mais quand on demande aux personnes de faire leur bilan carbone, c'est quelque part aussi... responsabiliser les citoyens qui, finalement, au niveau collectif, on leur a jamais dit qu'il fallait pas manger de la viande 7 fois par jour. Ça commence à être de moins en moins vrai. Et si vraiment en fait, je pense que peut-être une partie de la population, on a fini par trop leur dire en étant donneur de leçons, et ça a créé aussi du backlash environnemental et pas trop d'écoute. Et puis voilà, maintenant on a un peu toute la gamme en Europe, y compris des platistes, quoi. Donc voilà, tu peux imaginer que finalement, c'est pas juste en répétant aux gens et en disant faut faire ça, faut aussi pas les laisser tout seuls face à ça et leur trouver des solutions, etc. Puis il y a d'autres choses où en fait, t'as pas besoin de demander l'avis. Enfin, tu vois, alors ça va faire un peu pas démocratique, mais encore une fois, on est dans une économie poussée. Si demain je dis à tous les opérateurs de vente à emporter, je sais pas quoi, de fast-food, vous n'avez plus le droit sur le territoire de la Belgique ou sur le territoire européen de vendre des emballages jetables parce qu'on en a marre de les retrouver dans les poubelles et machin et dans la rue. Vous vous démerdez comme vous voulez, vous dites à vos clients de ramener, enfin, vous faites comme vous voulez, trouvez une solution. Vous avez 48 mois ou 24 mois ou 12 mois, enfin, je sais pas. Eh ben, ils vont être obligés de le faire. Et ton consommateur final qui sera avec sa boîte à pizza réutilisable, j'invente, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable écologiquement, la boîte à pizza réutilisable, mais peu importe, c'est juste pour fixer le truc. Il n'aura d'autre choix que de ramener sa boîte à pizza en disant est-ce que vous avez bien ramené votre boîte à pizza, tu vois. Sinon, vous payez 5 €. Enfin, c'est tout le principe de la question de la consigne, du retour de la consigne, des bouteilles en verre, des contenants. Donc, c'est des systèmes un peu qui peuvent s'organiser comme ça. Et de temps en temps, tu as besoin de demander le choix aux gens. De temps en temps, tu n'as pas besoin parce qu'ils vont s'habituer tout seuls à ce qu'il y a. Enfin, on passe notre temps à s'habituer et à changer nos comportements, en fait, de plein de trucs. Parce que le monde évolue, on se fait disrupter ou disrompre, je ne sais pas quel est le verbe à utiliser, par les nouveaux usages, les machins, la tech. Bon, on le fera aussi sur ça. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est marrant parce qu'il y a cette notion de se dire qu'on a difficile à changer nos habitudes. Par contre, quand un événement extérieur vient nous imposer un changement, on a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Ces deux concepts quand même... non seulement c'est vrai à l'échelle perso,
indéniablement, parce qu'on passe notre temps à nous adapter aux conditions mouvantes potentielles. On n'aime pas trop ça, d'ailleurs. Enfin, en fait, on n'arrête pas de nous glorifier, les innovateurs et je sais pas quoi, les start-upers. En fait, en vrai, l'être humain n'est pas particulièrement innovateur, quoi. Oui, il y en a un de temps en temps qui est innovant, bon, ok, mais la plupart du temps, en fait, on est surtout d'incroyables imitateurs. Et c'est comme ça qu'on a eu ce succès qu'on a eu, parce que effectivement, les innovations, elles se répandent ensuite très vite. Et puis, c'est de ça que joue le marketing, que joue la publicité aussi, quoi. On a envie d'imiter des choses. On ne désire rien, on désire ce que désirent les autres. On désire ce qu'on nous montre comme exemple. Donc, non seulement on le fait à l'échelle individuelle, mais on le fait même à l'échelle institutionnelle. Nos institutions, au sens large, donc nos décideurs politiques, économiques, etc. En fait, quand la disruption vient de la tech, finalement, de l'innovation technologique, l'IA arrive. Ah oui, ça va peut-être buter quelques emplois à gauche à droite, on ne sait pas trop. Bon, des traducteurs, des juristes, des graphistes, enfin, on va voir qu'on ne sait pas encore. Bon, il y a des gens qui font des rapports, des consultants, des trucs, c'est très alarmiste ou rassurant. Enfin bref, on n'en sait rien. Mais il faut accélérer, il faut y aller à fond, parce qu'en fait, sinon, c'est le syndrome de la Reine Rouge, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles. Il faut courir pour faire du surplace. Et si tu veux avancer, il faut courir encore plus vite, c'est comme ça. Donc, du coup, faut courir très vite. Soit tu es en avance, il faut continuer à courir, sinon tu vas te faire rattraper. Soit tu es en retard, il faut courir pour rattraper les autres. Donc, les milliards et les machins, et les data centers, non, on revient. Et que ça bute des emplois, là, tout le monde s'en fout. Puisque c'est de la tech, c'est de l'innovation, c'est chouette, c'est bien. On s'adaptera, on va faire de la formation tout au long de la vie, et oui, on va accompagner. Ah bon, monsieur, votre usine ferme, voilà, tu vois. Et là, on a nos limites, quoi, nos stress. Et alors, quand c'est pour des raisons environnementales, s'il fallait fermer l'usine machin truc qui fabrique des trucs pour éviter que les pots alcool et je sais pas quoi, et que les t-shirts soient imperméables, et puis que ça va polluer les sols et je sais pas quoi pour des milliers d'années, ça non, attention, il y a de l'emploi et tout, et il faut envoyer des gens de bonne foi taper sur des casseroles devant l'Assemblée nationale, tu vois. C'est quand même, c'est louche tout ça. Ouais, donc en fait, en réalité, l'être humain il est adaptable, on passe notre temps à nous adapter, on passe notre temps à changer. Il y a des choses qui seront mieux, il y a des choses qui seront moins bien. Donc il y aura des choses, ça sera juste de changement d'habitude. Il y aura des trucs qu'il faudra bien un peu soigner au sens, c'est quand même devenu un peu n'importe quoi, l'hyperconsumérisme, et j'arrive pas à comprendre. Enfin, ça ne nous rend pas plus heureux collectivement, on le sait. Enfin, il n'y a pas de problème, les études sont là, quoi. Au-dessus du PIB du Portugal par habitant, je respecte beaucoup le Portugal et ils ont un PIB par habitant déjà assez élevé, mais c'est pas l'Allemagne et c'est pas Dubaï, quoi. Le niveau de bonheur déclaré par les gens sature, quoi. Parce que, en fait, le bonheur, c'est autre chose. Au début, tu sors de la misère, c'est bien, tu arrives à te soigner, c'est quand même pas mal, etc. Mais après, au bout d'un moment, ça plafonne, et le bonheur, c'est d'autres choses. Il faut rajouter la couche de relations sociales, il faut rajouter la question des inégalités, il faut rajouter la question de comment tu te projettes dans l'avenir et comment tu te projettes dans l'avenir de tes enfants. Voilà, et ce qui fait qu'à la fin, les Danois, ils sont plus heureux que les Qataris, quoi. Voilà, alors que le PIB moyen par habitant est différent. Donc, il y a aussi, et ça, c'est même les économistes qui le disent. Enfin, c'est pas juste les écolos obtus, quoi. C'est même des gens, entre guillemets, très sérieux vu du système actuel, quoi. Et du coup, si on veut approfondir ces sujets-là, tu as des ressources que tu pourrais nous conseiller parce que c'est un sujet qui est super vaste. Alors, bien sûr, il y a tes bouquins, mais... Oui, bon. Alors, je vais en citer quelques-uns. Ce n'est pas forcément ces sujets-là directement, mais c'est un peu pour se robustifier sur la culture générale. Donc, on peut aller lire pas forcément si simple à lire, mais... des gens comme, Schumacher, Small is Beautiful. Voilà, ça, on pourrait dire que c'est un peu une filiation. Enfin, l'Elotech, c'est un peu une filiation de ces technologies intermédiaires, Intermediate Technologies en anglais, ou Appropriate Technologies, les technologies appropriées. Un bouquin plus récent, 2014, que j'aime beaucoup, d'Olivier Rey, qui s'appelle Une question de taille, qui est un bouquin un peu incroyable, et en fait, qui pose une question très juste, qui est de dire... quand on se pose une question, il faut se poser la question de l'échelle à laquelle on se pose cette question. Exemple, est-ce que tu es pour ou contre la concurrence ? On parlait des réseaux tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est plutôt pour. Oui. Alors, moi, je suis biaisé parce que dans le système de l'énergie, j'ai pas l'impression que ça a bien fonctionné. Du coup, la question d'échelle. C'est-à-dire que la concurrence entre boulangers, parce que tu as envie de pouvoir te fâcher avec ton boulanger et puis d'aller au boulanger de la rue d'à côté. Mais la concurrence dans les centrales nucléaires,
Ça Ouais, se discute. ça a pas Quoi. de sens, Voilà. ouais. Donc cette question, une question de taille, je trouve que c'est hyper intéressant. On généralise trop dans nos discussions et dans les débats, tu vois, publics. Et d'ailleurs, on joue, quelque part, les lobbyistes, etc., jouent de ça, quoi. Tu vois, faut libérer l'entreprise, machin. Mais en fait, ça dépend tellement des objets dont on parle, quoi. Donc voilà, Olivier Ray. Un petit mot de la fin, une chose qu'on devrait retenir. Ouais, parce qu'en ce moment, il y a quand même une poussée très forte sur la question de l'IA qui va sauver le monde, quoi. Donc, de dire que quand même, globalement, même si les choses, elles bougent vite d'un point de vue technologique, elles ne bougent pas si vite que ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'inertie du déjà là, de l'existant, les villes, les endroits où on habite. Voilà, on va pas les chaudières vont pas toutes devenir connectées, intelligentes du jour au lendemain. Et idem pour les infrastructures urbaines, logistiques, énergétiques, etc. Ça va moins vite qu'on le croit. Et donc, à chaque fois qu'il y a des promesses techniques, technologiques, se dire qu'on a globalement, collectivement, une propension un peu à surestimer les changements. Et à l'inverse, je pense qu'on sous-estime les capacités, la vitesse d'adaptation des êtres humains et des sociétés humaines. Et justement, peut-être des petits exemples, des petits signaux faibles, comme la pratique du vélo, le télétravail, je sais pas, plein de choses, montrent qu'en réalité, des fois, voilà, à condition de donner du sens, à condition qu'il y ait de l'exemplarité, à condition qu'il y ait un chemin réalisable ou on n'y perd pas tant que ça, entre guillemets, eh bien, en fait, on peut faire plein de choses. Ouais, et à condition aussi que collectivement, on aille dans cette direction-là. Moi, je trouve que l'exemple du vélo, il est super bien. C'est de dire, si collectivement, on décide de mettre des pistes cyclables partout, directement, on va favoriser l'utilisation du vélo. Donc, je pense qu'effectivement, on peut se décider individuellement, je vais prendre mon vélo, et puis voilà. Mais s'il y a des pistes cyclables, il y a plus de gens qui vont... des effets de masse critiques, des effets, bien sûr. Ouais. Super, merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis, si j'ai bien compris, un livre plus ou moins tous les 3 ans, c'est ça On verra. Mais cela dit, là, j'en ai sorti un tout petit. Là. Enfin, vous pourrez couper au montage, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai sorti un la semaine dernière. Mais un tout petit qui fait 60 pages dans la collection Tract chez Gallimard, qui s'appelle L'insoutenable abondance. Faut-il croire aux prophètes du progrès, un truc comme ça. Je dis un truc comme ça. Parce que, du coup, on aura l'occasion de au moins se recroiser virtuellement au travers des récits et des bouquins. Merci. Merci à toi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous voulez approfondir le sujet, on vous met des infos et des ressources en description. Pour nous aider, il y a vraiment une chose à faire. Abonnez-vous. Merci et à très vite pour la suite.